Vous êtes fort. Alors, chers amis, chers adhérents, au nom du bureau politique du mouvement conservateur, je suis vraiment heureuse de vous recevoir ce soir pour cette troisième soirée de notre parcours sans détour qui accueille Éric Zemmour. Voilà, merci Éric d'avoir accepté cette invitation. Cette série d'entretiens que nous avons initiée pour justement avoir des temps privilégiés d'échange avec ceux qui font la politique et ceux qui l'analysent, eh bien, fait écho à la démarche à laquelle vous avez tous été associés et qui a donné lieu à la publication de ce petit livret, le Manifeste du conservatisme, dans lequel sont répertoriées les priorités qui sont aujourd'hui celles que vous avez décelées, que vous avez voulu mettre en lumière, les priorités pour la France, pour conserver la France, pour que la France reste la France. Et donc, ce conservatisme, vous le savez, nous le présentons comme une idée neuve pour la France. Alors, ça peut vous paraître paradoxal, peut-être en tout cas pour certains, une idée neuve qui donc nous projette vers l'avenir, alors que le conservatisme, certains disent que ça sent la naphtaline et que ça nous renverrait plutôt au passé. Mais qu'est-ce qui fait la continuité précisément de la France entre ce passé dont nous héritons et cet avenir, ce futur vers lequel nous nous projetons? C'est l'identité de la France qui traverse les siècles, qui, en ces temps troublés évidemment, mérite d'être protégée, d'être défendue, d'être conservée. Alors, ce conservatisme, vous voyez bien qu'il est à rebours des postures dans lesquelles on voudrait l'enfermer. Éric, vous avez dit vous-même dans une émission qui date du mois dernier, finalement, quand on parle de conservatisme, on a en face de soi l'image du bourgeois du 19e, bedonnant, vous aviez précisé, donc je ne sais pas si on en a dans la salle. Vous nous aviez dit aussi le conservatisme, ça peut bien sûr être tous ceux qui s'inscrivent dans une démarche où ils veulent garder les privilèges qui sont les leurs, et auquel cas, à ce titre, un mai 68ard pourrait se dire conservateur. Il voudrait conserver le système qui lui va bien et auquel il a mis la main à la pâte pour liquider et liquéfier la nation. On n'est pas là-dedans. Ce soir, on va vous présenter des vrais conservateurs. On va vous présenter ceux qui sont aujourd'hui fédérés dans le mouvement conservateur que nous avons initié, alors qui, il est vrai, est un mouvement politique, et ça, je pense qu'il faut insister sur cette dimension-là, et c'est la raison pour laquelle notre manifeste n'est pas une liste de yaka faucons. Notre manifeste, c'est la rencontre entre des principes conservateurs et des propositions concrètes pour les mettre en œuvre. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de bien parler, de bien écrire, mais il s'agit de faire se rencontrer dans une démarche politique à la fois la réflexion et l'action. Et en ce sens, on se distingue d'une démarche qui serait celle d'un think tank. On est vraiment engagé dans un combat politique. Pourquoi avoir choisi cette dénomination? Eh bien, pour une raison qui tient à la fois, je dirais, de la réalité de la politique d'aujourd'hui qui est envahie par le progressisme d'En Marche. Le progressisme d'En Marche qui se définit comme un changement quel qu'il soit à partir du moment où c'est un changement. Ça s'inscrit aussi dans une démarche de redéfinition de l'identité de la droite parce qu'aujourd'hui, précisément, la grande question à laquelle la droite est confrontée, c'est de quoi est-elle le nom? Alors nous avons voulu apporter notre contribution, nous avons voulu décliner de manière concrète ce qui est apparu comme les priorités pour la France. Il ne s'agit pas tant de défendre un parti que de défendre finalement notre pays, et le parti étant à ce titre un outil, et c'est en cela sans doute que ça caractérise la démarche du mouvement conservateur. Et donc, on a dans ce manifeste du conservatisme 3 axes. Et ce soir, Éric Zemmour est venu avec l'intention d'explorer
particulièrement le deuxième axe de ce manifeste. Et en ce sens, eh bien, je vais laisser la parole maintenant à Philippe de Lespérou, qui est le secrétaire général du mouvement conservateur. Saluer aussi les membres du bureau politique qui sont présents dans la salle. Et puis, tour à tour, nous aurons les questions de François Lasselve, qui est responsable des jeunes conservateurs, et de Virginie Mercier, qui est notre responsable des fédérations et qui donc pilote, on va dire, la déclinaison politique du mouvement dans toutes les régions. Voilà. Alors, un grand merci aux participants et puis un grand merci à notre invité. Merci à vous. Je ne peux pas prononcer quelques mots. Oui, je peux prononcer quelques mots d'abord en introduction, d'abord pour vous remercier de me recevoir ici, de me recevoir aussi chaleureusement. Et j'ai réfléchi en venant chez vous parce que moi, je vous ai connu il y a quelques années. Vous vous appeliez Sens commun et vous aviez vraiment fait une opération absolument magnifique de lutte politique contre le mariage pour tous en 2013. Combat d'ailleurs que j'avais approuvé, que j'avais soutenu et que j'avais appuyé avec mes moyens médiatiques de l'époque. À l'époque, j'étais déjà sur la même chaîne, mais elle s'appelait iTélé. Je me souviens d'avoir beaucoup soutenu votre mouvement et vous aviez mis dans la rue 1 million de personnes. On n'avait jamais vu ça depuis sans doute la manifestation de 1984 pour l'école privée. Si j'accepte la victoire de la France en Coupe du Monde en 1998. Sinon, vous aviez donc vraiment affronté le gouvernement avec audace et avec une efficacité remarquable. Et pourtant, nous avons eu quand même ce fameux mariage pour tous, que moi j'appelle le mariage homosexuel, nous avons eu le mariage homosexuel malgré des centaines de milliers de personnes que vous aviez mis dans la rue, alors que d'autres réformes sont bloquées par beaucoup moins de monde, par des manifestations beaucoup moins réussies, et même par un argumentaire beaucoup moins achevé, je dirais. À l'époque, vous aviez impressionné beaucoup la gauche, à juste titre d'ailleurs, qui avait bien compris que l'enjeu politique était d'abord un enjeu idéologique et d'abord la bataille des idées. Et là, vous aviez marqué un point. Gaël Brustier, je crois, avait écrit un livre pour parler de mai 68 à l'envers. Je me souviens que Cambadélis et Julien Drey, qui s'y connaissent en agite-propre et en manipulation, avaient admiré le travail et avaient aussi parlé de mai 68 à l'envers. Mais il faut bien comprendre que mai 68, pourtant, quelques semaines plus tard, comme vous le savez tous, le mouvement se finissait dans une raclée électorale mémorable avec la plus grosse majorité gaulliste à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? 13 ans plus tard, les 68ards prenaient le pouvoir avec François Mitterrand. Quand j'ai dit à la télévision, vous m'avez cité que les vrais conservateurs aujourd'hui, c'était eux, puisqu'ils voulaient conserver leur place, comme les bourgeois Louis-Philippard du 19e siècle. C'est ça la référence que je faisais, évidemment. Conserver leur place, conserver leur prébende, conserver leur situation, et conserver et imposer leur idéologie. Et pourquoi? C'est parce qu'ils se sont répandus dans la société, ils sont devenus artistes, journalistes, ils ont absolument cinéastes, ils ont noyauté tout le milieu culturel, profs, universitaires, ils ont imposé leur modèle idéologique, ils ont imposé leurs mots. Moi, je suis très sensible aux mots, je pense que la gauche impose toujours ses mots, son vocabulaire, et ça continue encore aujourd'hui. Et 13 ans plus tard, ils avaient le pouvoir, ils gagnaient la présidentielle, et depuis, quand ils gagnent, et quand ils perdent, ils gagnent quand même. Parce que tout simplement, ils continuent à dominer le paysage idéologique et culturel et médiatique et scolaire, etc. Et donc, si vous voulez, à chaque fois, je répète, vous avez fait vraiment un travail extraordinaire en 2013, et pourtant, il y a eu le mariage homosexuel. Souvenez-vous ce qu'on disait à l'époque, ce qu'il disait de façon mensongère, comme d'habitude. Il disait, mais jurez, il n'y aura jamais de PMA après. Évidemment qu'on a eu la PMA.
Et maintenant, ils disent on n'aura pas de GPA. Évidemment qu'on aura la GPA. Mais comme ils avaient commencé en 99, quand ils avaient fait le Pacs, ils avaient dit, Madame Guigou était ministre de la Justice, elle avait dit jamais il y aura de mariage homosexuel. Et évidemment, il y a eu un mariage homosexuel. Et pourquoi à chaque fois on a subi ces défaites? Pourquoi leurs mensonges ne sont jamais punis? Tout simplement parce qu'ils gagnent les élections. En vérité, ils gagnent la bataille des idées, et grâce à cette bataille des idées, ils gagnent la bataille des élections. En 2012, ils gagnent, on a eu le fameux mariage pour tous. En 2017, ils gagnent et on a eu la PMA. Et en 2022, s'ils gagnent, en l'occurrence Emmanuel Macron, eh ben on aura la GPA. C'est un enjeu assez simple en vérité. Et c'est pour ça qu'il faut, vous savez, moi j'observe beaucoup la gauche. Ça fait longtemps que je l'observe parce que je pense que ce sont les meilleurs. C'est-à-dire qu'ils sont détestables, ils sont haïssables, leurs idées sont... Ça fait au moins 50 ans qu'ils n'ont pas défendu une idée utile pour la France. Et pourtant, ils ont des méthodes d'une efficacité redoutable, d'un cynisme absolu, d'une efficacité notoire. Vous savez, même quand ils se disputent entre eux, finalement, ils arrivent à leur fin, alors que nous, on n'y arrive pas. Et donc, je pense qu'il faut imiter leur méthode, c'est-à-dire lutter sur le vocabulaire, lutter sur les mots, lutter sur les idées. Contrairement, je m'amusais avec Jordan Bardella qui disait Éric Zemmour confond le combat des idées et le combat politique. J'ai envie de lui dire c'est le plus beau compliment qu'il ait pu me faire. Parce que je pense qu'effectivement, le combat des idées, c'est le cœur du combat politique. Sinon, la politique, ça devient que la lutte pour les places. Et raison pour laquelle ce manifeste du conservatisme se présente comme un socle pour éviter que la droite ne soit qu'une non-gauche. Raison pour laquelle nous assumons ce mot de conservatisme qui va bien au-delà du conservatisme sociétal, parce que c'est vrai que nos adversaires voudraient le réduire. Alors voilà, justement, c'est pour ça que je vous dis, il faut avoir même leur cynisme, il faut imiter leur cynisme, exactement. Il faut imiter leur lutte, et ne pas se disputer sur des combats qui sont essentiels, mais qu'on pourra mener si on a le pouvoir après. Exactement. Voilà. Parce que tout simplement, on lutte non pas pour des places, mais on lutte pour l'avenir de nos enfants et pour la France. Exactement. Et donc Philippe Alors, oui, cher Éric Zemmour, donc on va je dirais, entretenir cette discussion de ce soir. On a synthétisé les questions qui viennent des auditeurs, des internautes. On a fait donc des synthèses pour vous les poser, ce qui vous permettra de développer votre point de vue. Alors, la première question, elle est en fait illustrée par le deuxième axe de ce fameux manifeste du conservatisme qui dit que pour les conservateurs français, la France est une nation fière d'un héritage qu'elle veut affirmer et transmettre. Est-ce que fondamentalement, vous pensez qu'on vit une véritable crise de la transmission qui se retrouve dans tous les aspects de la société et qui du coup percole dans toute la vie politique? Là, on est en plein dans le prolongement de notre début de conversation. Évidemment, nous vivons, mais c'est une banalité que de le dire, Finkielkraut l'a dit il y a 30 ans, nous vivons une crise de la transmission. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le présent. Et que pourquoi nous ne vivons que c'est l'individu qui dirige et non pas la personne humaine, et non encore moins la famille, et encore moins les ancêtres. Nous sommes évidemment dans un présentisme forcené et dans une volonté d'abolir l'avenir, en fait, et le refus de toute transmission conçu comme un des beaux-arts, si vous voulez, conçu comme une philosophie même de l'existence, qui est une espèce d'hédonisme caricatural. Quand l'hédonisme était en opposition à une société très structurée et même un peu lourde, avec les privilèges, etc., évidemment, ça se comprenait. On aime tous le Don Juan de Molière, même si c'est le grand méchant homme. On lui trouve des vertus, parce qu'évidemment, il s'affronte à une société empesée et stricte. Là, nous avons complètement inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une société qui est tellement légère qu'on ne peut plus s'adosser à rien, on ne peut plus se structurer, c'est la fameuse société liquide, etc. Donc évidemment, oui, nous avons une crise terrible de la transmission, nous ne transmettons plus rien, nous devons absolument revenir, essayer de restaurer des fondamentaux, mais alors c'est une lutte terrible parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous devons lutter contre
comment vous dire, des gens qui tiennent l'appareil idéologique du pays. C'est-à-dire que la propagande commence à l'école, puis ça continue à l'université, puis ça continue dans les médias, puis à la télévision, etc., etc. Donc vous voyez, on est complètement enserré dans une machine de propagande qui nous dit rien n'a existé hier, l'important c'est le moment présent, et de toute façon, ce qui a existé hier était affreux, était criminel, était odieux, c'était une machine à assassiner les gens, à les persécuter, à les terroriser. C'était toutes les victimes, les femmes étaient victimes des hommes, les enfants étaient victimes des pères, les noirs étaient victimes des blancs, etc., etc., etc. Et on a complètement diaboliser le passé. Donc évidemment, personne n'a envie d'avoir quelque chose à être, enfin, qu'on lui transmette quelque chose, puisque le passé est par essence diabolique. Donc je pense que la lutte, elle est là. D'ailleurs, moi, c'est le premier combat que je mène dans les médias, c'est-à-dire que j'explique justement que le passé est beau et que donc il mérite qu'on se réfère à lui et qu'on essaye de tirer le meilleur possible et qu'on veuille poursuivre ce passé si beau. Alors, je crois qu'on a justement une question qui tourne autour de l'éducation. Je ne sais pas qui veut. François. Oui, Éric Zemmour, dans notre manifeste du conservatisme, nous affirmons les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et aujourd'hui, on constate qu'on a des parents qui se déchargent complètement de l'éducation de leurs enfants, qui les laissent aux institutions, on se diront ils feront, et notamment à l'école. C'est toute la question de l'éducation nationale contre l'instruction nationale, mais aussi aux associations qui font un bon boulot, mais qui ne devraient être qu'un appui. Et de l'autre côté, on a des personnes qui voudraient s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants, mais qui n'y parviennent pas parce que les pouvoirs politiques ne donnent pas une politique familiale assez ambitieuse, à la hauteur. Donc la question, c'est quelle réponse, quelle solution? En fait, vous avez raison, il y a deux mouvements en sens contraire. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui disent mais de toute façon ça sert à rien, l'école fera le boulot, et donc qui jettent les enfants comme ça pour que l'école les éduque, alors que vous avez tout à fait raison, c'est aux parents d'éduquer les enfants. Et deuxièmement, vous avez des parents qui aimeraient bien faire leur boulot de parents, mais à quoi on dit ah non, tu ne dois pas mettre une fessée, tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas être autoritaire, tu ne dois pas transmettre quoi que ce soit, il faut faire attention, etc. Donc on a deux discours qui se contredisent dans la société et qui rendent complètement impuissants les parents. Je pense qu'il faut tout simplement, encore une fois, il faut commencer par affronter ce discours et le contester, le déconstruire et opposer un autre discours. Qui pourrait être? Mais qui pourrait être tout simplement un discours moi que j'appelle de révolution conservatrice. Ça me va bien. Non mais je pense vraiment, et pour les parents et pour l'école. C'est-à-dire que les parents doivent pouvoir assumer le fait d'être parents et d'avoir une autorité sur leurs enfants et de transmettre à leurs enfants. Il y a des choses qui m'énervent depuis des années. Vous savez, quand les gens ont des enfants, ils disent « Ah ben non, il choisira sa religion quand il sera grand. » C'est la plus grande bêtise que j'ai entendue de ma vie. Ou alors maintenant, l'aboutissement de ça c'est il y a 30 ans, et aujourd'hui c'est « Il choisira son sexe. » On ne s'arrête jamais. Donc il faut rétablir la légitimité du rôle des parents de diriger les enfants. Alors comment? Ça demande un boulot idéologique d'abord. Ouais. Vous voyez, il faut le dire, il faut le répéter, il faut lutter contre ceux qui nous disent le contraire. C'est pas évident. Déjà, puisque François insistait sur le rôle de l'école, quel est le rôle de l'école? On va dire c'est d'abord d'instruire. Et en ce sens, il y a quelque chose qui n'a pas sa place à l'école, ce sont les idéologies, quelles qu'elles soient. Donc on touche là... Belle pétition de principe. On touche là au programme, on touche là à la formation des enseignants. Vous avez 1000 fois raison. Comment faire pour désidéologiser l'école? Ah non, mais là, aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'école est une machine de propagande, entre guillemets, progressiste. Je dis entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment un progrès, mais passons. Vous avez tout le monde ici a des enfants, tout le monde a jeté un œil dans les livres scolaires, dans les programmes scolaires, c'est édifiant. Édifiant. L'éducation nationale est devenue aujourd'hui une machine de propagande
pour la théorie du genre, pour LGBT, pour l'antiracisme, pour ce qu'ils appellent le développement durable, pour aussi la destruction de toutes les chronologies. Dans l'enseignement, dans l'histoire, mais même dans la littérature. Ouais. Moi, j'ai constaté quelque chose. Je faisais travailler mes enfants avec le Lagarde et Michard. J'avais gardé mes Lagarde et Michard. Et on voit bien la différence. C'est-à-dire que dans la Lagarde et Michard, c'est d'abord par siècle, et ensuite par période, et ensuite les auteurs s'inscrivent dans la période. Donc on comprend très bien que La Fontaine est copain de Molière. Dans les livres d'aujourd'hui, on va étudier une fable de La Fontaine, et ensuite, à côté, on va étudier un texte de Maupassant. Et ensuite, on va étudier... Un texte de Rapp. Exactement. Et ensuite, un texte du XXe siècle. Et ensuite, un texte du XVe. Donc, en fait, il n'y a aucune logique historique. Et donc, les enfants ne peuvent absolument pas remettre les auteurs qu'ils apprennent dans le passé de la France. Mais c'est fait exprès. Je pense que c'est fait exprès. Comme le fait de privilégier certaines leçons d'histoire, etc. Et alors, je ne vous parle pas du développement durable qui est mis à toutes les sauces. Dans toutes les matières, il y a du développement durable. C'est extraordinaire. C'est une compétence transversale. Ah, voilà, comme vous dites. Et donc, ce qui est grave, c'est que les profs eux-mêmes sont imprégnés de cette idéologie dominante parce qu'eux-mêmes, ils sont passés par l'école 20 ans plus tôt, qui avait déjà commencé à être une machine de propagande. Donc, en fait, c'est simple. C'était l'une des raisons de mon préambule. Il faut reprendre le pouvoir pour reprendre les manettes sur l'éducation nationale, pour dégager les pédagogistes et pour imposer dans les programmes, dans l'inspection des écoles, des gens à nous. Et ça demande vraiment un boulot énorme. Et j'ai vu que Blanquer n'est jamais allé au bout. Il a eu des velléités, il a mis des gens plutôt bien dans les programmes, donc ce qui fait qu'il y a une légère amélioration là-dedans. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Mais je pense qu'effectivement, reprendre en main l'éducation nationale est un des buts majeurs de toute lutte politique. Et si on aborde le deuxième point de la question de François, parce que là on a parlé du rôle de l'école dans sa version d'instruction, si on prend le rôle des parents, on touche cette fois à la politique familiale, c'est-à-dire pourquoi, quelles sont les mesures politiques qui ont été prises et qui aboutissent à ce fait d'abord que la natalité baisse, d'une part, et que d'autre part, les parents eux-mêmes n'ont pas forcément le choix de garder leur enfant pour pouvoir, je dirais, répondre à des impératifs économiques, qu'ils sont obligés de les confier. Donc là, on a finalement une politique familiale à revisiter pour qu'enfin les parents puissent eux-mêmes avoir la liberté de choisir le mode de garde de leur enfant. Mais vous savez bien que tout a été fait justement depuis la loi de 70 qui supprimait le rôle paternel jusqu'à aujourd'hui. Tout a été fait pour faire de la famille une espèce de structure aboulique où il n'y aurait plus de collectif, où chaque personne serait comme ça en l'air, et où il n'y aurait plus de sens familial. Tout a été fait d'abord dans l'idéologie, puis dans la loi. Et puis alors après, vous avez raison, on a transformé la politique familiale qui avait permis à la France de reprendre un peu des couleurs démographiques après un grand hiver démographique qui avait commencé au 19e siècle jusqu'en 40, et on l'a transformé sous Hollande en machine à lutter contre les inégalités. Politique sociale, en fait. Exactement. Donc il faut déjà supprimer ça. Il faut mettre une politique familiale classique, si j'ose dire, comme elle était. Ensuite, alors là, j'allais vous dire, il faudrait, est-ce qu'il faudrait aller, c'est pas évident à trouver, est-ce qu'il faudrait aller parce que jusqu'à présent, on a multiplié les possibilités de garde. Et on nous dit, c'est la grande idée en France qui se répand partout depuis des années, on nous dit c'est pour ça que la natalité s'est maintenue. Moi, je vais vous dire, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr du tout. Par exemple, je ne suis pas sûr qu'en Allemagne, la natalité se soit effondrée parce qu'ils n'avaient pas de mode de garde. Ça, la gauche dit ça, et comme ça fait des décennies qu'elle le dit, tout le monde l'a cru, mais je ne suis pas sûr. On l'a vu en France quand même. La baisse de la natalité est corrélée aux décisions prises sous le gouvernement. Sur Hollande. Mais ce n'est pas les modes de garde, c'est les moyens. Les moyens, oui. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'allocation familiale pousse les gens
avoir des enfants ou pas, je ne suis même pas sûr, honnêtement. Le montant n'est pas assez élevé. Ça peut effectivement les aider, mais ce n'est pas ça qui va changer un mode de décision. Non, moi je pense plus à l'idéologie, au combat idéologique. Je pense qu'effectivement, on fait tout pour pousser les femmes à ne pas avoir d'enfants. La dernière chose, c'est la conservation des gamètes. Là, les entreprises vont pousser les femmes en leur disant non mais écoute, là tu es productive, tu feras ça, on va te mettre tes gamètes au frigidaire et puis tu feras ça à 50 ans et nous casse pas les pieds et travaille. C'est ça, c'est de l'idéologie. L'idéologie à la fois productiviste, individualiste et c'est notre discussion de tout à l'heure sur la transmission, etc. Donc je pense et le regard porté sur la femme par la société. Alors ça, vous me tentez. J'ai écrit un livre il y a 15 ans sur ce sujet qui me vaut encore aujourd'hui beaucoup de déboires. Ça m'amuse d'ailleurs parce que j'avais lu il y a quelques années un livre qu'avait écrit Léon Blum en 1920 et qui s'appelait sur le mariage. Et il avait fait scandale à l'époque parce que il avait dit que les jeunes filles devaient avoir une vie sexuelle avant le mariage comme les garçons. Et donc on l'avait traité de pornocrate, etc. Et en 1936, évidemment, il fait ce qui est connu. Et le livre est réédité et il met en préface, il met j'ai écrit ce livre il y a 15 ans, donc maintenant j'ai d'autres préoccupations. Donc ça m'amusait beaucoup d'avoir lu ce livre. Et je me disais, moi, c'est toujours pareil, on me poursuit avec ce livre, donc exactement comme lui. Et qu'est-ce que j'avais essayé d'écrire? J'avais essayé d'écrire justement que le drame du féminisme, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, qu'il lutte pour l'émancipation des femmes, il lutte pour l'indifférenciation. Et c'est ça le péché originel du féminisme. Et à partir de là, tout s'enchaînait. C'est-à-dire, les femmes ne s'y retrouvaient plus et les hommes étaient sommés de se déviriliser. Et tout le combat de la société poussait à cela. Et vous voyez, je ne m'étais pas trompé, ça a continué encore. Moi, ça fait 15 ans que j'ai écrit ce livre, ça a continué. Et alors, on m'a attribué l'étiquette de « il déteste les femmes, il est misogyne, il veut les ramener dans la cuisine, au fourneau ». Bon, très bien, je ne peux rien faire contre les caricatures, tellement débiles que voilà. Mais c'est pour vous dire que c'est très difficile quand on veut, affronter la doxa féministe. C'est très difficile et on le paye très cher. Moi, je pense maintenant qu'il y a un nouveau front et qu'on peut l'ouvrir parce que maintenant, je sais où elles ont péché. C'est-à-dire qu'entre 2006 et aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Et les femmes ont compris que l'enjeu n'était plus les combats féministes, mais au contraire, leur survie, leur liberté, leur intégrité physique. Lutter en clair contre l'immigration, c'est lutter pour les femmes et c'est protéger les femmes. Et je crois que là, vraiment, c'est un argument de fond, surtout que les féministes, les Clémentine Autain, les Caroline de Haas et tout ça, ne vont pas sur ce terrain. Mais non seulement elles ne vont pas, c'est pire que ça. Vous êtes gentil quand vous dites elles ne vont pas. Elles se soumettent aux prédateurs et à ceux qui menacent la vie et la liberté des femmes. Elles se soumettent à l'islam, elles se soumettent aux migrants. Souvenez-vous des réactions sur les viols de Cologne. Clémentine Autain avait dit que ceux qui parlaient de ça étaient des racistes, des salopards de racistes. Souvenez-vous de Caroline de Haas à qui on dit les femmes ne peuvent plus se balader porte de la Chapelle, il faut élargir les trottoirs. Je veux dire, c'est féministe, on a compris maintenant. Il y a une alliance entre les féministes et les islamistes et les islamo-gauchistes contre les femmes. Et je pense, et c'est mon espérance par rapport à l'accueil que j'ai reçu il y a 15 ans, je pense que maintenant, les femmes ont compris que les féministes étaient leurs ennemis. Et ça, c'est une nouveauté idéologique. Et il faut, je pense, moi en tout cas, je vais vraiment enfoncer cette voie. Cher Zemmour, merci. Juste pour les auditeurs qui nous ont rejoints récemment, je rappelle que nous sommes dans le cadre d'une série d'entretiens qui s'appelle Sans détour, où le mouvement conservateur reçoit des hommes et des femmes engagés dans le débat ou l'action politique. Donc nous recevons ce soir
Éric Zemmour. Et donc je vais passer la parole maintenant à Virginie qui a une autre question à poser. Oui, qui n'est pas très éloignée du féminisme dont vous êtes en train de... Ah, vous tenez votre micro comme ça, vous? que Non, mais moi, on m'a d'office. Je suis pas très... vous êtes un privilégié. Ah, d'accord, je vois. Qui n'est pas très éloigné du féminisme que vous dénoncez, qui vient déconstruire la culture, puisque moi, ma question a trait donc à la culture. Dans le manifeste du conservatisme, nous avons écrit que notre culture est le ferment de notre identité. Et pourtant, on voit bien qu'aujourd'hui, notre identité est menacée d'une part par le phénomène migratoire, et puis la culture, elle, pour sa part, est menacée par l'importation de nouvelles cultures, entre guillemets, que sont par exemple la culture woke. Alors finalement, quelle réponse apporter aujourd'hui à ce qu'il est permis d'appeler ce nouveau défi civilisationnel qui est confronté à cette importation de nouveaux modes de vie? Il faut bien, on a parlé de tout à l'heure de 68, et on a parlé de cette évolution depuis. Il faut bien comprendre quelque chose. Il y a une volonté de c'est entre guillemets ceux qui se prétendent progressistes, non pas, Laurence me taquinait tout à l'heure sur les conservateurs bedonnants du 19e siècle, non pas de défendre des privilèges économiques. Vous voyez, les progressistes au 19e siècle, au moins les progressistes voulaient améliorer le sort des plus pauvres. Aujourd'hui, les progressistes veulent les tuer. C'est-à-dire qu'ils veulent éradiquer les peuples européens. Et donc, vous avez tout à fait raison. Comment ils procèdent? C'est très simple. Je me souviens très bien d'un débat dans le Figaro il y a 4-5 ans avec le regretté Denis Tillinac, qui débattait dans le Figaro avec Cohn-Bendit. Et Tillinac, toujours lyrique, toujours un peu naïf, c'est pour ça que je l'aimais, je lui disais tout le temps, toujours un peu romantique en vérité. C'était un romantique, Tillinac. Et il lui explique que les peuples ont une âme, qu'il y a le terroir, que lui, ce qu'il aime dans sa Corrèze, c'est sentir, etc., etc. Bref, il lui fait la terre et les morts. Et Cohn-Bendit lui répond, je me souviendrai toujours, il lui répond, mais les peuples n'existent pas. Et le peuple français n'existe pas. C'est ça le fond de l'affaire. À partir de là, vous comprenez, c'est très simple. Pour détruire les peuples, il y a deux manières. La première, c'est les remplacer par une autre population. La seconde, c'est le culpabiliser pour qu'il n'assume plus son être, sa culture, son identité, etc. Et bien là, nous avons exactement les deux. C'est-à-dire qu'il y a depuis 40 ans une immigration démesurée qui remplace les populations. J'assume le mot, contrairement à beaucoup d'autres, j'assume le mot, il y a effectivement un remplacement de population. Il suffit de sortir dans la rue pour voir ce remplacement de population. Et deuxièmement, il y a une culpabilisation entreprise méthodiquement, et d'ailleurs relayée au plus haut niveau. On parlait des écoles, des universités, des médias, ça n'arrête jamais. La télévision de service public est une machine à cracher sur l'histoire de France. Et le président de la République lui-même dit qu'il n'y a pas de culture française, dit que la colonisation est un crime contre l'humanité. Moi, je vais vous dire, je répète toujours ça, je le répéterai jusqu'à la mort, je suis un colonisé de la France et je bénis la France de m'avoir colonisé. Ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est une bénédiction, la colonisation française. Il faut bien se mettre ça dans le crâne. D'ailleurs, Victor Hugo l'avait dit, c'est un peuple qui apporte la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Il avait tout dit. On a oublié cela. Mais c'était ça la vérité de la colonisation. Et donc, il faut, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne connais que le combat des idées, parce que pour moi, c'est le combat politique par excellence. C'est celui qui ouvre toutes les portes. Et après, on avance comme ça. Mais si on ne mène pas le combat des idées, ça ne sert à rien. Et donc, le premier combat des idées, c'est de dire, oui, la France a été grande, oui, la France a été généreuse, oui, la France a apporté la civilisation au monde. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Oui, nous avons les plus grands écrivains du monde. Et oui, nous avons une langue magique et qui était parlée dans toutes les cours d'Europe. Et oui, nous sommes une nation phare. Il ne faut pas être honteux, il faut le répéter. Il faut le répéter aux enfants parce que eux, ils sont complètement matraqués
par le discours inverse. On passe leur temps à leur dire qu'on est nul, qu'on est médiocre, qu'on a été des criminels et que c'est une honte d'être français. Donc les solutions, elles sont à trouver dans ce qui aussi est le métapolitique, c'est-à-dire dans un reconditionnement. Exactement. Et donc, on prend conscience, et c'est d'ailleurs ce que les internautes eux-mêmes avaient bien mis en lumière et que nous avons retranscrit dans ce manifeste, c'est-à-dire qu'il y a le développement d'une politique éducative, d'une politique culturelle, à même de redonner à la France sa grandeur. Exactement. Vous savez, le général de Gaulle a commis une erreur très grave. Il a laissé l'école, la culture, le cinéma, la télévision, contrairement même à ce qu'on dit. On dit toujours « Ah, le général de Gaulle tenait la télévision publique. Ah, on dit toujours perfide avec son, il appelait Zitrone et il lui disait voilà, vous allez faire le journal et il lui dictait à Léon Zitrone le journal. Oui, mais on a oublié tout le reste. Moi, je me souviens de la télé française, d'ailleurs, qui était admirable. Mais qui faisait les films? Qui faisait les feuilletons? Qui faisait toutes les émissions? Que des communistes. Il ne faut pas oublier. Des communistes de grand talent, d'ailleurs. Hein. Lorenzi et compagnie. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas de talent, mais c'était des communistes. Et donc, ils ont imprégné les esprits, mon esprit, de mon enfance, de l'idéologie communiste. Il y avait l'école, il y avait l'université et il y avait la télé. Et c'est cela, c'est l'erreur du général de Gaulle. Il a laissé tout ça à la gauche. Il avait d'autres chats à fouetter, la grande politique étrangère, la politique économique, vous voyez, etc. Il a laissé ça. Il faut reprendre ça en main. Mais pour ça, il faut avoir le pouvoir et il ne faut pas trembler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire Sarkozy. Voilà. Sarkozy, il parlait et il n'a absolument rien fait. Il n'a absolument repris aucun lieu de pouvoir idéologique. Alors l'art au service de la politique? La culture au service d'une certaine idée de la France. Mais vous savez, tous les pouvoirs font ça. La Troisième République, faut voir, c'était Lavis et Vidal de la Blache, ils ont fait quand même des programmes d'histoire et de géographie pour la République, mais c'était au service de la patrie et du patriotisme français. Aujourd'hui, on a un même travail idéologique, mais qui démolit le patriotisme français. Vous voyez ? Éric Zemmour, il y a une autre matraque, vous avez parlé de matraquage tout à l'heure, qui est régulièrement utilisée, c'est la laïcité. On sait que la laïcité, c'est la distinction du spirituel et du temporel. Alors aujourd'hui, on constate que c'est devenu une arme de destruction massive qui sert à tout moment à empêcher de rappeler notamment les racines de la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette conception aujourd'hui agressive, voire peut-être sectaire même, de cette scène de laïcité ? Alors, je vais peut-être qu'on va être en désaccord, mais je vais vous dire ce que je pense et on va essayer de trouver une dialectique. Ça s'appelle sans détour. Hein. Exactement. Mais moi, je suis comme ça, alors bon, ça me coûte assez cher, mais c'est pas grave. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Je veux dire la laïcité à la française. Vous avez tout à fait raison, c'est évidemment le discours de l'Église retourné. Séparation entre le spirituel et le temporel, on sait ça. C'est donc le fait qu'il n'y a pas de religieux dans l'État, etc. Mais, ce qu'on oublie toujours, et ce que on oublie depuis 30 ans, volontairement, c'est-à-dire que tous les exégètes, encore une fois, universitaires, les Baudelot et compagnie, tous ceux qui ont analysé la laïcité depuis 30 ans, ont occulté un fait majeur. C'est que la laïcité à la française, c'est évidemment le fait de la liberté religieuse, c'est deuxièmement la séparation du temporel et du spirituel, et c'est troisième pied qu'on oublie toujours, qui est le devoir de discrétion dans l'espace public. Un devoir de discrétion qui évidemment ne concerne pas les professionnels de la religion, c'est-à-dire les curés en soutane, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la laïcité n'est pas une mauvaise chose en soi. Ça impose, si vous voulez, de ne pas polluer l'espace public avec des considérations de la foi. C'est-à-dire que là, on discute entre nous, on a une discussion rationnelle. Si on commence à dire « Ah oui, mais Dieu a dit ça et Dieu n'a pas dit ça », on ne peut plus discuter. On ne peut plus dire
Il n'y a plus de discussion possible puisqu'il y a Dieu qui intervient, et puis alors ça clôt toutes les conversations possibles. Argument d'autorité. Exactement. Donc la laïcité, ça sert à ça. Et ça sert à ce que dans l'espace public, dans la rue, personne ne puisse dire, ben voilà, il est de telle religion, etc. Comme ça uniformise les Français. C'est ça qu'on a oublié. Donc on a un phénomène double. On a d'une part des laïcards qui sont obsédés par l'Église catholique et qui veulent, comme je dis toujours, selon l'expression de Karl Marx, mettre une claque à leur grand-mère. C'est-à-dire que, évidemment, l'Église catholique ne menace plus du tout les libertés en France, ne va pas restaurer la monarchie et n'a plus aucun pouvoir politique en France, mais ça ne fait rien. Les laïcards, le Grand Orient, ils vont continuer à taper, c'est mettre une claque à sa grand-mère. Et donc ça, vraiment, c'est la première axe. Et deuxième axe, qui n'est pas moins grave, qui est que les islamo-gauchistes, pour favoriser la montée de l'islam, expliquent que la laïcité, ce n'est absolument pas la discrétion dans la rue. Et la preuve, c'est qu'on a autorisé, Briand a autorisé les prêtres en soutane, etc. Vous voyez, l'argument spécieux par excellence, qui permet ainsi de défendre les femmes voilées, etc., qui sert, vous avez bien compris, l'objectif politique fondamental, c'est de islamiser le paysage urbain. La société. Exactement, la société. Et de dire, vous voyez, on est très nombreux, et maintenant, c'est comme ça, et pas autrement. Et donc, moi, je pense qu'il ne faut pas refuser la laïcité. Vous comprenez? Il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour dire, 1, la laïcité, c'est chrétien. 2, la laïcité, c'est la discrétion, et donc, c'est légitime toutes les interdictions de voile et compagnie dans l'espace public, et les mamans accompagnatrices, encore une fois, le vocabulaire. C'est ça, et bien faire la distinction, du coup, entre le vêtement religieux du laïc et le vêtement religieux du religieux. Voilà. On est d'accord, du professionnel, ce que j'ai dit. Exactement. On est d'accord. Mais en plus, il faut rajouter, il faut dire, il n'y a pas d'inégalité et de hiérarchie des religions en tant que religion, puisque tout le monde est libre d'avoir sa religion. Mais en revanche, il y a une hiérarchie culturelle, et que c'est le catholicisme qui a fait la France. Comme disait Michelet, qu'est-ce que la France? C'est une conquête de l'Église. Donc il faut le répéter. Moi, je le répète tout le temps. Je le répète tout le temps à la télévision, je le répète tout le temps dans toutes mes interventions. Il faut rappeler, parce que c'est fondamental, parce qu'on parlait d'identité tout à l'heure. Vous savez, la France sans le catholicisme n'existe pas. Il faut bien comprendre ça. Ça n'existe pas. Qu'on vienne me dire qu'après, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu les Lumières, et patati, et patata, je suis tout à fait d'accord. Il y a eu beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas l'Église, il n'y a pas la France. Comme ça, c'est simple. Au moins, c'est réglé. Donc, il faut toujours le rappeler. Il faut toujours bien mener ce combat-là pour dire que tous, on est imprégné de catholicisme. Vous savez, l'écrivain un peu oublié et injustement oublié aujourd'hui, André Suarez, qui était un juif de Livourne, venu d'Italie, avait une formule très belle. Il disait que le Français aille à l'église ou qu'il n'aille pas à l'église, il a l'évangile dans le sang. Et d'ailleurs, il rajoutait cette formule que je trouve très belle et dont je me sers souvent pour dénoncer l'humanitarisme benet. Il disait « Les plus grandes fautes de la France en matière de politique, c'est quand elle veut mettre du sentiment dans la politique. » Merci. Alors, on arrive presque au terme de notre soirée. Je voudrais vous poser une dernière question qui va nous ramener peut-être plus dans le jeu politique d'aujourd'hui. On constate que le débat d'idées qu'on entretient ce soir, et encore une fois, on vous remercie de venir l'entretenir et l'enrichir par vos réflexions, à droite est quand même très défaillant. Et on voit bien que la caractéristique globalement de la droite politique française, c'est d'être un combat d'hommes ou de femmes et d'être finalement, sur le plan des idées, trop souvent, et nous le dénonçons, une non-gauche. Bah, évidemment. Vous l'avez très bien dit dans l'introduction. Qu'est-ce que l'on pourrait faire pour que la droite française, alors nous on y a répondu en partie par ce travail sur le conservatisme, qui se veut une mise en cohérence d'idées, de principes que nous avons donc partagés régulièrement, mais de votre point de vue à vous, comment est-ce qu'on pourrait ancrer, développer, enrichir, structurer cette cohérence, on va appeler idéologique par défaut, parce que c'est pas un très joli mot, mais qui manque singulièrement à la droite française aujourd'hui? Ça, c'est une question à 1000 francs. Effectivement, vous avez raison, la droite n'aime pas
n'aime pas les idées. Elle se croit réaliste et pragmatique alors qu'elle est simplement lâche et faible. Et stupide en plus parce qu'elle ne comprend pas que c'est les idées qui mènent le monde. Elle croit que ce sont les intérêts qui mènent le monde. C'est une erreur très communément admise d'ailleurs. Ce sont les idées qui mènent le monde. Pour moi, c'est une évidence. Et c'est bien pour cela que une partie de la gauche a très bien compris. Elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Et là, vous avez vu, il continue. La créolisation, le féminicide, toujours il y a des mots nouveaux. Ils inventent des mots nouveaux pour, vous savez, changer la réalité. Mais Lénine le disait. Ouais. Faites-leur avaler le mot, vous leur ferez avaler la chose. C'est simple, c'est une stratégie. Donc ils n'arrêtent jamais. Donc, et la droite, à chaque fois, ne lutte jamais comme sur ce plan-là, et donc perd tous les combats, sans les mener d'ailleurs, la plus souvent. Donc je pense qu'il faut vraiment revenir à mener ce combat. Ce combat, il n'est pas seulement métapolitique, vous avez compris, il est profondément politique. Il ne faut pas hésiter à le mener, même dans les campagnes électorales, même dans les batailles au sein des partis, etc. Je pense qu'il ne faut jamais cesser. D'ailleurs, c'est vraiment pour ça que je suis là ce soir, parce qu'au moins, on a ça en commun. On mène le combat des idées partout où on est. Je crois qu'il faut ne cesser de le mener. Et puis après, il faut, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'école, l'université, les médias, etc., il faut, quand on a le pouvoir, mais le mener vraiment. Et ne pas se soumettre et puis avoir peur qu'on nous accuse d'être liberticide, etc. Orban nous donne l'exemple. Orban mène le combat idéologique, culturel. Ça doit être un exemple pour nous. C'est formidable ce qu'il fait. Formidable. Il mène vraiment le combat. Et il ne se gêne pas. Il n'a pas peur ni de l'Europe, ni des insultes, ni de passer pour homophobe, etc. etc. Il est même passé pour antisémite. Mais moi, je dénonce Soros, exactement comme lui. Et c'est lui qui a raison. Il faut dénoncer Soros. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer Soros parce qu'il est juif. Et parce qu'il se part de sa judéité une fois tous les 20 ans quand il est attaqué. Enfin, je veux dire, il faut arrêter d'avoir ces scrupules-là. Il faut taper, taper, taper. Eux, ils n'arrêtent jamais. Donc, réappropriation culturelle. Exactement. Bon, merci. Merci Éric Zemmour. Merci à vous. Merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Merci à ceux qui nous ont suivis en visio. Je souhaite à chacun un bel été, des vacances reposantes après cette année troublée. Et puis nous, on va peut-être en prendre un petit peu avec le mouvement conservateur, mais comme en fait, ça ne s'arrête jamais vraiment chez nous non plus, le débat des idées, on mettra à profit cet été pour préparer la rentrée et être fin prêt pour notre journée du conservatisme, dont on vous confirmera la date en septembre, mais journée qui se veut vraiment un moment où nous viendrons montrer ce qu'est le conservatisme et non pas ce qu'il n'est pas. Merci. Bravo.